Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous et bienvenue sur cette capsule sur laquelle nous allons traiter de l'OBO, Owner Buyout. Oui, je sais, vous kiffez mon accent anglais. Je suis actuellement au Portugal. Je voulais vous faire une capsule rapide sur ce sujet qui me semble important en matière, on va dire, d'arbitrage et d'évolution aussi de patrimoine dans le temps. Alors, il s'adresse beaucoup plus à des investisseurs qui ont déjà du patrimoine net, puisqu'on va le voir, si on a beaucoup de dettes et qu'on démarre dans sa constitution de patrimoine, on n'a pas vraiment d'intérêt à s'intéresser à l'OBO. Mais globalement, c'est bien de savoir ce qu'il en est. Alors, toujours pareil, un petit disclaimer sur cette capsule, puisque c'est un sujet quand même un peu fiscal et juridique. Il s'agit là de préciser les contours de l'OBO et pour que vous ayez une idée de ce qu'est l'OBO et si vous en avez jamais entendu parler notamment, et puis de ce qu'il est possible de faire grâce à ça aussi. Mais après, je vous suggère évidemment tout le temps de vous rapprocher d'un fiscaliste ou d'un avocat, puisque il m'arrive, ça arrive à tout le monde, de pouvoir raconter des bêtises ou surtout de ne pas être suffisamment exhaustif, puisque le but ici étant d'avoir une éducation financière macro et on n'est pas dans un cours magistral en fiscalité. Voilà. Malgré tout, j'essaie évidemment de ne pas vous raconter des conneries, vous le savez. Quand je ne maîtrise pas bien un sujet, je n'en parle pas. Donc là, je parlerai de ce que je maîtrise et ce que je ne maîtrise pas, je le laisserai aux professionnels. Voilà. Ceci étant dit, l'OBO, Owner Buyout, comme je vous le disais, on peut le traduire en français par vente à soi-même, par exemple. Owner voulant dire en anglais propriétaire. On connaît peut-être, ou vous connaissez déjà le LBO, qui est le Leverage Buyout, qui permet notamment à un entrepreneur de racheter sa société en faisant un peu de cash out et en notamment créant de la dette derrière pour... le mécanisme étant très simple en fait, je vous le fais en 2 secondes. Sur un LBO, pour vraiment dégrossir le sujet, on est sur un principe qui consiste à valoriser une entreprise, par exemple 100, en face la racheter avec une nouvelle entreprise qui va s'endetter de 50, 100 moins 50 faisant la valeur nette de l'entreprise, donc égale 50, ça veut dire que je vais racheter ma société, la moitié de son prix, puisque je vais créer de la dette en face qui sera remboursée par les bénéfices de la société et donc qui va me permettre de créer, on va dire, de la sous-valeur fictive à un instant T. Grosso modo, j'achète aujourd'hui un truc 1 qui vaut déjà 2, mais la mécanique comptable et mathématique fait que, officiellement, elle ne vaut qu'un. Voilà. Donc c'est un enrichissement, on va dire, latent qui se fait instantanément. L'OBO. Alors c'est l'OBO appliqué à l'immobilier, très clairement. On va parler de ça, parce qu'on peut faire aussi de l'OBO sur des leviers entrepreneuriaux, donc comme le LBO. Mais on va parler ici d'owner buyout immobilier. Et on peut le faire sur une résidence principale, mais on peut le faire aussi sur une résidence locative. Et d'ailleurs, c'est surtout sur une résidence locative, puisque vous le verrez, on peut aussi être retoqué par des abus de droit si on le fait sur des résidences principales. Donc, en quoi consiste l'OBO ? Exemple, je suis propriétaire à titre privé, donc moi, en personne physique, en nom propre, d'un immeuble locatif, donc un appartement en copropriété, un immeuble en monopropriété, peu importe, on va appeler ça un bien locatif, puisqu'ici on parle à des investisseurs, donc on parle de bien locatif. Alors j'ai ce bien locatif et il n'a quasiment plus de dette en face, il génère des revenus chaque mois, admettons il me génère 1 000 € de revenus chaque mois et j'ai plus de dette en face ou quasiment pas, on va dire que pour simplifier l'exemple, j'en ai plus. J'ai besoin de liquidité, mais j'en ai pas. Donc, pour en avoir, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux vendre ce bien puisque en face, il n'y a pas de dette. Donc, s'il n'y a pas de dette, ça veut dire que je peux récupérer du cash puisqu'il ne me servira pas à rembourser une banque ou une ligne de crédit. Donc, admettons que cet appartement vaille 200 000 €. Il vaut 200 000 €
et je veux récupérer cet argent, mais en fait je veux garder ce bien, parce que c'est un bien familial, qu'il est patrimonial, que j'ai pas envie d'aller le vendre, puis derrière d'aller retrouver un autre bien, etc. Je le trouve sexy, je l'aime, il fonctionne, bref, je veux garder le bien, peu importe les raisons. Donc je n'ai pas trop de solution que de racheter moi-même ce bien, et pour racheter moi-même ce bien, mais en récupérant du cash, il faut que je régénère une dette à côté. Et c'est là qu'on est dans le cadre d'un OBO. Pourquoi ? D'un côté, j'ai un bien à titre personnel. De l'autre côté, je crée une société, donc une personne morale, qui va, elle, racheter ce bien à titre professionnel, on va dire, puisque c'est une société, en levant de la dette, quasi à 100%. L'idée étant justement de ne pas remettre une partie du cash qu'on va récupérer en nom propre dans de l'apport qui permettra à la société que je crée, ou qui existe déjà d'ailleurs, de racheter ce bien. Donc ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est estimer la valeur à laquelle on pourra revendre ce bien à la société. Et là, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que si on sous-valorise trop pour dire ok, ma société, il ne faut pas qu'elle achète à la valeur du marché, puisque le bien, moi, je l'ai payé déjà moins cher il y a quelques années, peut-être il y a une dizaine d'années. Je n'ai pas envie de le payer au prix du marché aujourd'hui. En plus, je vais payer des frais de notaire dessus, mais surtout aussi des taxes. Donc, je vais payer des droits d'enregistrement dessus. Donc, plus ma valeur est importante, plus je vais payer de droits. Mais si je sous-valorise trop le prix de mon bien, 1, je récupérerai moins de cash, et 2, si la mairie décide de préempter mon bien parce qu'elle trouve que le prix est sexy, je me fais bananer parce que j'ai bradé mon bien et en plus, c'est pas moi qui le récupère. Donc oui, je vais récupérer du cash, mais pas autant que le prix du marché, et en plus, je vais perdre mon bien, alors que si je fais un OBO, c'est justement pour conserver le bien dans le patrimoine de la famille, ou en tout cas dans mon patrimoine. Si je vends au prix du marché, très bien, pas de sujet. Mais si je veux récupérer plus de cash en surévaluant le prix du marché, à ce moment-là, le risque, en dehors de payer plus de droits d'enregistrement et de frais afférents à la vente, le risque, c'est quoi ? C'est que la société qui, elle, va s'endetter pour acheter ce bien, ne puisse pas assumer les mensualités et les échéances de crédit grâce au loyer, donc les 1 000 € par mois, qui sont perçus grâce à ce bien, on va dire, que j'avais en nom propre. Voilà, donc le nerf de la guerre, c'est bien identifier quel est le prix auquel je vais pouvoir revendre et donc racheter avec cette personne morale le bien immobilier que je détiens aujourd'hui en nom propre. Voilà. Donc là, je pense que vous avez bien compris le mécanisme. Le mécanisme, c'est un transfert de tout ou partie du patrimoine sur de la personne morale quand on le détient en personne physique dans le but de récupérer des liquidités. Voilà. Mais attention, l'abus de droit aussi est toujours un petit peu par là. Par exemple, je vais faire court, mais un premier abus de droit pourrait être que vous détenez ce bien en tant que résidence principale ou résidence secondaire, vous le rachetez avec une société, vous générez des travaux avec cette société et donc du déficit, de la charge qui serait imputable éventuellement sur de l'impôt, et vous faites un bail entre vous, donc contribuable, et cette société qui a racheté le bien, et vous vous servez de ce déficit foncier pour aller alléger votre imposition en tant que même contribuable qui lui-même occupe le bien immobilier. Là, vous pouvez vous faire retoquer, je ne rentre pas plus dans les détails, mais il y a de la jurisprudence là-dessus, et donc vous pouvez vous faire retoquer. Deuxième abus, c'est si l'administration fiscale décide de mettre le nez dans votre OBO et voit qu'en fait, il n'y a aucun autre but principal qu'un but fiscal dans ce cadre-là, eh bien vous pourriez vous faire retoquer et l'administration fiscale pourrait remettre en question votre OBO. Dans ce cas-là, c'est simple, il faut juste lui préciser effectivement qu'il y a d'autres objectifs et globalement ces objectifs sont assez faciles à déceler, donc pour être dans ce cas d'abus de droit, franchement, faut quand même le vouloir. Grosso modo, le simple fait de déjà vouloir disposer rapidement de liquidités importantes plutôt que de loyers échelonnés pour telle ou telle raison ou tel projet personnel peut justifier le fait qu'effectivement il n'y a pas de notion fiscale, puisque d'ailleurs quand la société va vous racheter ce bien que vous détenez à titre personnel, vous allez payer de l'imposition sur la plus-value, donc vous allez passer par la case fiscale, donc l'administration, elle, fiscale, prendra évidemment son ticket au passage. Il y a aussi une autre justification qui pourrait être que si vous détenez par exemple cet immeuble en indivision, eh bien vous pourriez racheter l'immeuble en indivision via une société pour pallier à tous les inconvénients de l'indivision qui sont quand même très très bloquants, notamment pas forcément dans la vie de tous les jours de l'investissement, mais quand vous voulez revendre, parce que en indivision, même si vous avez quelqu'un qui a 20% par exemple de l'indivision, s'il refuse de vendre, tous les 80%
restants sont bloqués et vous ne pouvez pas vendre, alors que dans une société, on peut écrire plein de choses dans les statuts, on peut faire un pacte d'actionnaires, etc. C'est beaucoup plus flexible. Voilà, et on peut aussi, du coup, ça peut être aussi une justification, encadrer de façon adaptée les rapports entre tous les associés justement de cette nouvelle société, ce qu'on ne peut pas faire, comme je viens de le dire, en indivision. Voilà, donc plusieurs justifications. Donc en fait, dans bien des hypothèses, vous pouvez vraiment justifier à l'administration fiscale que le but n'était pas fiscal, mais vraiment plus, on va dire, logistique. Voilà, donc j'espère que vous avez compris et bien assimilé ce qu'était l'OBO. Moi, je connais personnellement des personnes qui ont fait ça, par exemple, 2 fois sur un bien familial. Et bien, au bout d'un moment, au bout de 20 ans, quand ils ont remboursé toute la dette, ils ont racheté le bien, récupéré du cash et recréé de la dette avec une nouvelle société, puis l'ont refait 20 ans après encore. Donc vous voyez, et on peut le faire même beaucoup plus tôt que ça, sur des biens qui sont avec des rendements importants. On peut le faire par exemple tous les 10-12 ans, on peut faire tourner les biens. Donc vous gardez le même patrimoine, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous investissez, je sais pas, dans une toiture, dans une façade, dans quelque chose, vous savez que finalement en gardant le bien, vous le faites aussi pour une vision très long terme, puisque vous pourrez vous le revendre à vous-même. Voilà. Oui, parce qu'en fait, aussi, au niveau fiscal, désolé, je reviens, c'est un peu décousu, mais je reviens dessus. Au niveau fiscal, l'administration pourrait se dire, en fait, à partir du moment où, à titre personnel, vous générez trop d'impositions parce que vous n'êtes plus dans le cadre de l'amortissement, par exemple, sur du LMNP, donc l'amortissement ne vous génère plus de déficit, donc vous payez plus d'impôts. Le fait de racheter le bien via une société pourrait vous régénérer, par exemple, une SARL de famille, qui va se réendetter pour ça, qui, elle, va pouvoir encore activer le régime LMNP et donc recréer de la dette puisqu'elle régénère un amortissement depuis zéro. Elle va régénérer aussi du déficit suite aux droits d'enregistrement et à d'éventuels d'autres frais qui vont pouvoir se déduire. Du coup, l'administration pourrait se dire, là, vous régénérez de la fiscalité sur un même bien sur lequel vous avez déjà joui de fiscalité, etc. etc. Voilà, donc c'est pour ça que ça ne doit pas être le seul but. Sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça, voir si dans votre patrimoine aujourd'hui, il y a peut-être des opportunités pour récupérer ces liquidités. Certes, vous allez me dire, ça coûte parce que vous allez payer le droit d'enregistrement, etc. Mais on n'a rien sans rien. Si vous voulez récupérer du cash, il y a toujours un prix à payer. Voilà, merci encore d'être là à tous. J'espère que cette capsule a été claire. Je pensais qu'elle allait être plus courte, mais finalement, je m'emballe toujours un peu. À très vite pour nos prochains épisodes. Je vous souhaite à tous un excellent été, et même pour ceux qui l'écoutent durant l'hiver, la capsule, puisque évidemment, l'avantage du podcast, c'est que ça reste très souvent. Je vous souhaite une excellente, en tout cas, journée à tous, et à très vite pour de nouvelles aventures autour de l'éducation financière et de l'investissement immobilier et tout plein d'autres choses. Merci, je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.